de faire une escale à la station Dans ma tête un rond-point. Donc c'est un film qu'on a découvert ce matin ensemble, qui se passe, donc pour dire juste un ou deux mots, il se passe donc dans l'ancien, maintenant qui n'existe plus, mais c'est le plus grand abattoir d'Alger. C'est un huis clos qui s'intéresse au travail des hommes qui, jour et nuit, inlassablement, il y a tous les corps des métiers qui sont représentés, enfin en tout cas un grand nombre sont donc dans le travail des abattoirs. Donc on voit les différents gestes et les différentes tâches de ce lieu. On a une scène assez emblématique du film qu'on vous propose de revoir, et ça peut nous donner l'occasion de tout de suite après aussi l'extrait ouvrir un petit temps d'échange avec Hassan. Si vous avez depuis ce matin aussi mûri une remarque, ou voilà, s'il y a des choses qui vous viennent, en tout cas, sentez-vous libre dans cette deuxième partie de la masterclass aussi de nous interpeller. Et donc, en avant pour cet extrait.
comment moi personnellement je la ressens, cette scène centrale, je la trouve incroyable. Donc je te disais que dans ma tête ça me faisait penser à la corrida, où il se joue ce rapport frontal entre l'animal et l'humain. Et puis plus je la regarde et plus je vois en termes, en fait, le caractère ouais, très rare d'une telle séquence où les lignes elles-mêmes entrent en dialogue. En fait, il y a ce jeu, il y a le léger et le grave, comme tu le disais, qui est une alternance aussi du film, de son propos, de la façon dont vous l'avez conçu et écrit. Et cette scène, elle cristallise, elle concentre aussi ça, cet axe qui nous amène vers le jeu de football. Et finalement, l'irruption, le surgissement comme ça de ce taureau. Donc, avec en amont le fameux geste rituel de l'ouverture, et en aval le retour chez Ali qui nous invite à rentrer, qui adresse une phrase d'invitation. Donc, bon, il y a tout ça, puis il y a cette solidarité dont tu as parlé qui se donne à voir. Donc, ouais, est-ce que tu peux nous dire comment tu as obtenu une telle séquence et qu'est-ce que ça te fait aussi de le revoir Alors, je sais pas. Il y a on. Ah oui. Ouais, pardon. Alors là, c'est bien parce que tu m'invites à parler de fabrication et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, en tout cas, en débattre et en discuter. Et de comment cette séquence a été fabriquée. Ben, déjà, premièrement, ça rejoint un peu ta première question au départ sur cette idée de fiction documentaire, pas fiction, pas documentaire, mais là, il y a un embryon de scénario, dans le sens où je sens qu'il est en train de se passer quelque chose autour de cette parabole, qui est très important, c'est la Coupe du Monde. Et l'Algérie joue ce jour-là contre la Corée du Sud. Et donc je sens une effervescence autour de cette parabole et qui du coup va nous donner matière en tout cas à discussion, à cinéma. Donc je sens que c'est un territoire là où il se passe quelque chose dans la journée. Donc je n'arrête pas de faire des allers-retours entre la parabole et puis mes autres protagonistes. Mais j'ai en tête, pendant toute la journée, qu'on est en train de régler une parabole, on le voit avant cette première séquence. Et donc je vais consacrer pratiquement toute la journée à filmer ce potentiel d'action, de vie, d'interaction qui est en train de se passer entre une parabole, la télévision et puis des personnes qui sont entre les deux. Donc forcément pour le cinéma, pour une séquence, il y a un triangle possible où il se fabrique des choses, en tout cas de la parole, de la discussion, du débat, du doute, de l'interaction. Moi les lignes, je les vois à ce niveau-là déjà. C'est-à-dire entre la parabole, les gens qui sont en bas, et la télévision, déjà il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc je passe la journée entière à faire des allers-retours. Ensuite arrive le moment, où donc je sais très bien qu'il y a la finale, et que pour rien au monde, les gens qui étaient là le matin et qui sont là dans les abattoirs vont rater ce moment-là. Donc on se prépare, et comment on la filme. J'ai une phrase qui m'accompagne depuis que j'ai lu cette phrase et que j'aime beaucoup de Bresson dans du cinématographe, qui dit chercher le plan qui va parler de tous les autres plans. C'est-à-dire un plan qui va d'une certaine manière résumer tout ce qu'on a envie de dire. Et donc pas forcément être dans un découpage champ contre champ, aller chercher. Donc je cherche ma place, un peu comme tout à l'heure, vous étiez en train de chercher la place des caméras. Comment on va filmer cette séquence? Et du coup, on tente des choses. Donc la première chose, je me suis mis en face, avec la télé derrière moi, et eux qui sont en train de regarder le match.
Donc je pose la caméra et je regarde ce qui se passe. Mais je me dis, tiens, il y a quelque chose qui va pas dans ce plan. Il n'y a pas la télé, le hors-champ est intéressant, mais en même temps, ensuite je vais même me mettre de biais à peu près au niveau du dernier plan, quand on découpe le plan que tu adores du pied là. Et je vois que pareil, là ça ne fonctionne pas, la télévision elle est entrée, donc je cherche vraiment, c'est comme un topographe qui est en train d'essayer de découper un moment de la vie, mais comment je vais le filmer. Mais en essayant avec cet exercice toujours qui m'accompagne, en tout cas quand je filme, c'est essayer de se trouver ce fameux plan-là. Ce qui n'empêche pas de derrière faire d'autres plans qui vont raconter les choses. Et ensuite je trouve cette place derrière les spectateurs, derrière les ouvriers. Et à ce moment-là, je me dis, c'est bon, je crois que j'ai trouvé la place, et ben je ne vais pas bouger de là. Et c'est un parti pris. Et donc je reste un long moment sur cette place. Et dans cette place-là, du coup, c'est des strates. Ça, c'est pas quelque chose que j'invente ou quoi que ce soit. Déjà, même les Frères Lumière, si on regarde les premiers films des Frères Lumière, il y a les ouvriers, les laveuses au bord du lac. Donc tu as le lac, celles qui sont en train de laver, et puis derrière, tu as la montagne. En fait, travailler sur des strates comme ça différentes. Et là, je me dis, tiens, mes strates, je les ai. Ils sont là, de dos, en train de regarder le film. Il y a un passage, et puis il y a la télévision. Donc je ne bouge pas, je lock ma caméra, et je m'arrête là. Ensuite, il y a le taureau qui arrive. Et le taureau, moi, je le vois. Et la mise en scène, en fait, elle est aussi là. C'est de se dire, j'ai cette tentation-là de pas noter de 5 mm, de 5 cm sur la droite, et je vais avoir le taureau. Eh ben non. On fait confiance à ce qui est en train de se dérouler, au surgissement d'une certaine manière de la vie, et on se dit, ce taureau-là, où est-ce qu'il va aller? Juste un tout petit peu anticiper la trajectoire de ce taureau va forcément passer par là. Et donc, l'idée, c'était de faire vivre le hors-champ au maximum, quoi. Et j'ai ce que j'appelle ce cadeau du ciel, où ils arrivent avec la corde et ils commencent à pousser. Et là, pareil, la tentation, elle est là, de se dire, allez, je panote un tout petit peu, et je vais avoir le taureau. Ce taureau-là, il ne veut pas rentrer dans le truc, dans le champ, mais... Et en fait, des fois, c'est bien d'aller jusqu'au bout de son idée première. Une fois qu'on est sûr, plus ou moins, de son idée, se dire, allez, je fixe, je m'arrête, et j'attends de voir ce qui se passe. Et pour la petite anecdote de tournage, parce qu'il y a un moment où il y a quelqu'un qui vient se boucher la caméra, et on ne voit plus rien. Quand le taureau arrive à notre niveau, donc de la caméra, je vois plein d'ouvriers autour de moi, mais se casser, mais partir, parce que le taureau n'était plus attaché à ce moment-là. Et donc par expérience, tout le monde se dit que ce taureau-là, il y a quelque chose de dangereux qui va arriver là. Donc tout le monde s'est barré. Et quand je reviens, je trouve le mec vraiment en face de l'objectif, quoi. Donc je lui demande gentiment de se pousser. Et donc le plan est un tout petit peu accéléré. À ce moment-là, là où il y a celui qui bouge la caméra avec son t-shirt blanc, est un tout petit peu accéléré parce qu'il reste là un peu plus longtemps que prévu. Mais ça, ça fait partie des trucs, des astuces qu'on fait pour que la séquence ressemble à ce qu'on a envie de... Ce qui donne quelque chose d'assez bluffant, parce qu'on a l'impression qu'il a disparu. Alors on l'attend, on le sent, on sent sa masse, on sent sa force, on sent tout ça dans la fameuse... le fait d'avoir gardé ce parti pris, de ne pas bouger. Ça nous laisse, nous, notre imagination de spectateur, rencontrer ce taureau, enfin, en tout cas s'interroger de qu'est-ce qui arrive de ce côté-là, quoi. Et en fait, cette tic, je ne savais pas pour l'accélération, et donc ça explique en fait cette masse, d'un coup, elle s'est volatilisée. Il y a un effet encore plus... Alors, le taureau, il a pris tout son temps pour partir. Ah, d'accord. Et, donc, moi, je voulais dire que cette scène elle me paraît déjà moins choquante quand je la vois la deuxième fois. Je pense que c'est parce que j'étais un peu trop dans le film, et quand je vois ça de suite après, ça m'a peut-être, je sais pas, en tout cas ça m'avait perturbée.
Et là, ce que je voulais dire, oui, c'est frustrant en tant que réalisateur de ne pas vouloir tourner la caméra, de ne pas savoir ce qui va rendre bien l'image. Je veux dire, en tant que spectateur, c'est encore plus frustrant parce que quand on le voit, on se dit mais qu'est-ce qui arrive? Ils sont d'abord 2, ça marche pas, et en plus ils forcent, ils sont 4, ils sont 10, on se dit mais c'est un monstre qui arrive, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe en fait? Et je pense que c'est incroyable d'avoir résisté à la tentation de tourner la caméra parce qu'on le ressent d'autant plus en tant que spectateur. Ouais, du coup, c'est ce que peut amener le hors-champ, c'est quelque chose qui déborde ton cadre et qui va prolonger un peu ton cadre. C'est-à-dire que les gens vont regarder aussi au-delà de ce que je suis en train de leur montrer, par le son, par l'imagination. Ne pas montrer, c'est aussi montrer. Cacher, c'est aussi bien de cacher des choses pour mieux les dévoiler derrière. Et dans cet extrait, vous avez pris également en fait le jeune homme qui tourne la manivelle. Je voulais dire que moi j'avais trouvé ce mouvement particulièrement hypnotisant, surtout au tout début, quand on le voit, c'est presque... On n'a pas envie que ça s'arrête, on a envie qu'il continue de tourner parce que c'est vraiment, à l'œil, c'est visuellement hypnotisant. Par contre, au son, c'est horrible d'en entendre et je pense que ce contraste, dès le début, marquait en fait ce qui allait suivre. Et de la même manière, sur ce plan-là, je fais jouer le hors-champ. Parce que juste derrière, il y a une grosse carcasse de bête qui est en train de monter. Et en fait, de jouer la sonorité, le son de la bête, je trouvais ça plus fort que de filmer la bête elle-même. Et le visage du jeune homme, il raconte pour moi plein de choses. Cet instrument qui est un vieil instrument qui a disparu avec... c'est aussi documenté, c'est-à-dire même quand on est dans l'art du documentaire, d'une certaine manière, on documente de toute une époque, parce qu'un instrument pareil, il n'existe plus en Algérie, c'est fini, quoi. Et ça a été détruit avec les abattoirs. Donc il y a tout ça qui traverse, et puis peut-être aussi quelque chose voilà, que moi j'interprète un peu comme la levée de rideau à chaque fois, comme des scènes de théâtre un petit peu... on peut y voir plein de choses, et puis après les gens qui regardent le film aussi peuvent s'imaginer plein de choses. Je vais passer le micro. Moi déjà ça me fait penser à quelqu'un qui tourne la caméra. Et moi ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que justement on montre pas la violence de tuer une bête, parce qu'en quand on est dans un abattoir, elle est filmée, c'est du hors-champ. Mais c'est pour ça que j'ai pas aimé cette scène où on voit la bête souffrir et l'homme à côté. Et moi je trouve que c'est dommage, personnellement, parce que peut-être que je suis sensible, mais j'ai vraiment pas aimé cette scène. Et je trouve ça fait un peu une tâche dans le film. Non mais c'est... Je sais pas. J'ai répondu un tout petit peu ce matin, mais je vais revenir un petit peu là-dessus. Mais effectivement, si tu le dis, moi, elle m'a vraiment posé beaucoup de questions au moment du montage. Mais c'était aussi, est-ce que je fais abstraction de quelque chose d'aussi puissant, aussi fort dans les abattoirs et complètement squeezer ça? C'était pour moi impossible. Et voilà, pour moi, il se passait quelque chose entre le monsieur qui était en train de lire son journal et la bête qui était en train d'agoniser. Quand je passe à côté, parce qu'on était vraiment comme des arpenteurs des abattoirs. Il y avait, on sait où est-ce que travaillent nos protagonistes, donc on avait 4-5 lieux comme ça, et on passait toute la journée, un peu comme dans un rond-point comme ça, à tourner et faire des haltes à chaque fois. Et là, à un moment, on traverse la salle d'abattage, et puis je vois cette séquence, et je sais pas, quand je la filme, il y a quelque chose un peu surnaturel qui arrive, que j'ai travaillé beaucoup avec le Huiton aussi. Je me dis là, il est en train de se passer quelque chose dans cette séquence, je verrai plus tard, au montage. Et voilà, après au montage, on décide de la garder pour telle ou telle raison.
Juste une petite question parce que je viens d'y penser. Est-ce que vous avez dû vous préparer mentalement avant de tourner tout ça? Parce que, enfin, je veux dire, ceux qui travaillent à l'abattoir, ils ont l'habitude de voir tout ça, mais ceux qui n'ont pas l'habitude, je pense que ça doit être choquant quand on... Est-ce que vous avez dû vous préparer à tout ça? Oui et non, parce que je viens d'une culture où en fait le sacrifice n'est pas quelque chose, n'a pas le même rapport. Quand j'étais gamin, je tenais la jambe du mouton à mon grand-père pour qu'il puisse l'égorger. Tu vois, il y a aussi ce rapport-là qui est complètement différent. Mais ensuite, quand on arrive dans un endroit comme ça, bah oui, on fait pas le malin. Je veux dire, on doit aussi arriver et puis en tâtonnant. Euh, c'est pour ça que discuter avec les gens, dire qu'on est complètement novice quoi, dans cette chose-là. Alors est-ce que psychologiquement, je pense que quand on était sur le moment du tournage, je ne me rendais pas compte de l'euphorie, de l'extase dans laquelle on était. Il y avait quelque chose vraiment qui nous dépassait d'une certaine manière. Et ma productrice m'avait dit que je m'étais transformé en boucher, j'avais pris 15 kilos. Et on était devenus avec eux, quoi. On était vraiment espèce de... On allait aux abattoirs pour travailler, pas pour les bêtes, mais on était aussi des ouvriers du cinéma d'une certaine manière. Et je pense qu'après coup, et forcément, il y a quelque chose qui est plus compliqué à gérer quand le film est terminé, mais ça, c'est auquel tout le monde est confronté quand il fait un film et qu'il y a une proximité avec ses protagonistes aussi forte, et puis toi, tu retournes à ta vie de tous les jours, dans le confort de tous les jours, et puis eux sont à l'intérieur. Là, il y a quelque chose qui se passe, mais qui se travaille. Et qui se travaille, je pense, par... après, c'est pas du tout une règle qu'il faut appliquer à tous les films, mais de garder le contact. De garder le contact avec les gens avec qui on a fait le film. Pas partir du jour au lendemain comme ça et ne plus revenir un peu comme des voleurs d'images. Voilà, et puis moi il y a une question que j'aborderai rapidement comme ça sur cette question de est-ce qu'on paye ou pas les gens dans le documentaire. C'est une question qui revient très souvent. Et voilà, vous ne me l'avez pas posé, mais je l'anticipe un petit peu. Mais c'est quelque chose qui est assez important parce que du coup, j'ai trouvé une manière avec ce premier film qui est assez simple, c'est-à-dire le pacte de départ n'est pas du tout basé sur un rapport pécunier, sur de l'argent, parce que sinon, pour le coup, ils vont faire tout ce que tu as envie qu'ils fassent, ils vont jouer ce que tu as envie que tu joues, tu leur donnes une partition, ils vont le faire. Mais du coup, ça fausse complètement le rapport. Mais par la suite, s'il y a de l'argent, et pour ce film-là, on en a eu un peu, du coup, il est normal de partager un petit peu ce qu'on a gagné. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, comme ça Et de quelle façon alors? de manière très simple, c'est de prendre une enveloppe avec de l'argent dedans et d'aller leur donner, quoi. Okay. Et qui était, voilà, aussi une manière de les remercier parce que c'est pas du tout normal que toi tu gagnes de l'argent et que les gens qui eux sont partie prenante. Alors c'est bien beau de dire on fait les films avec eux et qu'ensuite s'il y a de l'argent derrière on ne redistribue pas, il y a quelque chose qui est faussé. Donc là il y a eu un peu d'argent et qu'on a un peu distribué. De la même façon, se poser la question du devenir de Youssef qui te livre, par la métaphore qui devient le titre du film, qui te livre son désespoir aussi. Bon, il y a tous ces espoirs évidemment, comme tu le disais, il est aussi un jeune qui est porté par de l'amour, qui expérimente des choses, qui est venu tenter ce boulot, qui n'est pas forcément enfermé dans sa condition d'ouvrier des abattoirs, mais il allait loin dans son analyse et forcément on se pose un peu la question de quel est le lien. C'est une façon aussi de rejoindre ce que tu viens de dire. Il y a un don, il y a un contre-don, et ça peut passer aussi par une relation monétarisée, mais il y a dans tous les cas un échange. Qu'en est-il du coup de toi et Jamel Karkar, qui était, comme tu le disais, ton complice sur ce film? Est-ce que vous avez
garder un lien de façon générale avec ces protagonistes-là? Est-ce que tu peux parler de formes d'amitié qui peuvent se tisser? Ouais, complètement, en tout cas, surtout avec Youssef et Amou, avec qui je suis en contact jusqu'à aujourd'hui, tu vois, avec quelques années de quand même 2014 ans la tournée jusqu'à aujourd'hui, il y a encore. Ensuite, voilà, il y en a d'autres qui sont partis des abattoirs avant que ça soit détruit, et puis la vie a fait qu'on perde aussi le lien avec d'autres. Mais oui, effectivement, ça existe et c'est même préconisé de le faire, sans que ça soit un dogme absolu de se dire, voilà, il faut absolument que... Mais idéalement, voilà, je pense que c'est aussi comme ça que tu peux sortir d'une expérience comme ça, parce que c'est aussi une expérience de vie, et c'est pas qu'un film. Tu viens pas et tu prends et tu pars. J'ai envie de te poser une question un peu plus cinéma, qui est bien exposée, que tu avais partagée par ailleurs dans des interviews et qui est assez intrigante. Tu disais, bon, pas tant d'heures de rush que ça, mais de multiples possibilités de montage s'étaient offertes à toi. Et en fait, il y a eu plusieurs possibilités. Tu les énumères, tu les énumérais. Moi, je l'ai ressenti d'une certaine façon. Tu as énuméré la possibilité, donc je sais pas qu'est-ce que c'est, très intriguant. Tu avais parlé de la possibilité de faire un montage rail qui aille dans l'esprit la couleur musicale qui imprègne le film. Tu as aussi évoqué la possibilité, tu avais envisagé de faire un montage rond-point. Là, tu en as dit un mot sur la topographie du tournage. Et puis finalement, tu as dit avoir pris le parti de venir sur un montage beaucoup plus simple qui va restituer le cheminement de votre rencontre dans le lieu, avec en disséminant du récit. C'est vrai qu'il y a des éléments qui évidemment viennent construire ce récit-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont s'est passée l'étape de l'écriture pendant le montage? Alors, oui, j'avais lancé ça comme ça, du montage rail, pour plusieurs raisons. La première était celle que j'écoutais énormément de rail, même pendant le montage, pour m'imprégner, et je pense que la musique que tu écoutes, forcément, peut être influencée dans le rythme de ton film. Je pense plus de ce côté-là que j'avais dit ça, et aussi dans un deuxième temps sur la manière dont sont abordés les sujets de la vie, graves, plus légers dans les musiques de rail, et je pense que c'est quelque chose qui est assez... après c'est aussi, voilà, parce qu'il y a beaucoup de rail dans le film, on l'entend même en fond, très souvent. Ça c'est quelque chose qu'on se permettait aussi en fait de faire dans le montage son, un fond musical du son qu'on avait entendu quelque part, on va le remettre, on va mettre une couche quelque part où on sent que c'est très fragile, très pauvre en termes de sonorité. On se permet aussi de faire cette construction-là. Et la question du... Alors, bon, pour le côté rond-point, ça m'intéresse dans le sens où je trouve la façon dont, voilà, dans tes films, dans ta filmographie en général, la question de l'espace est présente. On disait les baies d'Alger, ensuite on a cette proposition où on va dans la ville, ensuite on est dans un hôtel, il y a une unité de lieu encore. Là, cette fois-ci, c'est les abattoirs, et puis on va dans des endroits aussi de périphérie, on bouge du centre vers des zones un peu plus, comme tu le rappelais ce matin, tout ce type de travaux sont des métiers qui étaient polluants, odorants, etc. Donc on chassait plutôt en périphérie. Donc il y a ces mouvements-là. Et la façon dont tu abordes le lieu, ça donne l'impression, effectivement, qu'on est un peu comme dans les cercles de l'enfer de Dante, qu'il y a quelque chose qui tourne, on rentre, il y a des passages avec le seuil, l'eau, à des moments il y a la fumée. On a cette impression de se situer entre, je ne sais pas si à la fois la thématique, aussi le montage, puis à un moment donné, vers le milieu, on est dans cet espace où il y a des paroles très libres de personnages. Il y a ce vieux monsieur qui tient des propos qui sont presque pas très cohérents quand il énumère
qui mesure le tissu, qui finit par dire à la caméra que vous êtes des espions. Enfin, on a cette impression aussi d'aller vers le cœur de quelque chose, de la nuit ou d'une... Bon, alors, je ne suis pas poussé jusque-là, jusqu'aux abîmes Ah ouais, non, de ça, l'enfer, de tout ça. Ça, j'assume l'interprétation. c'est très bien que tu prennes ça. Après, pourquoi le rond-point? Je crois que je n'ai pas parlé de montage rond-point. Ça, par contre, je ne le revendique pas du tout. Je regarde mes sources. Mais par contre, j'avais parlé de montage rail, effectivement. Ouais. Mais non, rond-point, d'abord parce que le titre était très poétique. J'ai trouvé que j'aime beaucoup quand c'est les protagonistes qui sortent des choses poétiques. Dans ma tête, un rond-point, c'est une expression qui n'existe pas. Et puis c'est une expression qui, pour le coup, après le film, a un peu pris, et il y a plein de gens qui l'utilisent de plus en plus. Je pense que Youssef avait inventé cette idée-là, et c'était dans l'état dans lequel il était lui, à ce moment-là. Dans sa tête, ça bouillonnait, ça tournait, c'était constamment en réflexion. Et ce que j'aime bien aussi dans l'image de rond-point, c'est qu'on peut en sortir. C'est que le rond-point, on tourne, et puis à un moment, on peut prendre telle ou telle direction. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Après, c'est aussi, ça ressemble aussi un peu au moment qu'on a vécu à l'intérieur avec Jamel, comme je disais tout à l'heure. On avait vraiment des périmètres comme ça, des haltes. Parce que les abattoirs, c'est 4000 mètres carrés, hein, c'est énorme. Donc, on tournait d'un lieu à l'autre. On les voit du dessus au début, on se rend compte que c'est une petite ville, effectivement. Et par contre, pour les titres, alors c'est la deuxième fois que ça m'arrive, c'est quelque chose que je trouve à la fin, à la toute fin. C'est pas du tout quelque chose qui... Il y a un titre provisoire de travail avec lequel qui va me suivre un petit peu, mais je sais pertinemment que ça va pas être celui-là. Et c'est vraiment 2 jours avant de conclure, 3 jours, le film a failli s'appeler 99 chemins, a eu plein de titres différents. On avait même pensé à la phrase de Hamou en partie découpée, mais ça faisait un peu peut-être trop un télo de mettre une phrase aussi longue pour un titre. Et c'est au dernier moment qu'il y a quelque chose qui se déclenche et qui dans ma tête un rond-point. Et en plus, c'est un titre qui fonctionne bien dans les deux langues, c'est-à-dire en algérien, quand on dit faire un C rond-point, et en français aussi, dans ma tête un rond-point, ça fonctionne bien aussi. Super. Nasma, ce matin, tu avais posé une question sur la façon dont il avait alterné des plans fixes. Est-ce que tu persistes dans cette question? Ah oui. C'était en fait parce que au début, on rentre dans le film avec des plans fixes, et à un moment, que je crois que tu interroges le mec qui a dedans, j'ai oublié ça. Et à ce moment-là, tu lui parles, on t'entend, et la caméra elle bouge, enfin tu le suis un peu. Et ça change de style un peu. Oui. Ce qui revient à d'autres fois, quand par exemple il parle de politique avec le duo, tu les suis, et même tu leur poses des questions à ce moment-là. Alors, d'une manière globale, j'essaie de poser mon trépied toujours comme je l'ai dit, en me préparant plus ou moins, même si je me dis que je vais rater quelque chose, mais j'aime bien quand le fond et la forme aillent ensemble. C'est pas être que dans le plastique et se dire le fond ne raconte rien. Des fois, j'arrive au montage où il y a un moment où l'image est très belle, mais ça ne raconte rien. Je décide de ne pas garder. Et l'inverse aussi, quand ça raconte quelque chose d'incroyable. Il y a un moment que j'avais filmé où il y a un des ouvriers qui parle d'une balle qu'il a dans le cœur et avec laquelle il vit, il travaille. Ça, mais c'est filmé d'une manière bancale, donc je décide de vraiment pas garder ça. Du coup, c'est très important que les deux soient là. Et ensuite, je privilégie parce que c'est le cinéma que j'aime, qui prend son temps, qui est posé sur trépied, mais je ne m'interdis pas non plus de filmer quand il y a quelque chose qui se passe et que je ne suis pas prêt. Exemple, la séquence quand il parle de politique et de révolution, à ce moment-là, je ne suis pas prêt du tout. La caméra est posée ailleurs, la discussion a déjà commencé et je ne peux pas poser de plan là. Ça va prendre trop de temps. Donc je déloque la caméra, je la prends
et puis je vais au franc, quoi. Donc il n'y a pas de recette préétablie, je me dis pas tiens parce que je vais pas faire ça. En fait, c'est des choix au montage. Ah oui, bah, déjà pendant le tournage, tu te dis il y a quelque chose qui est en train de se passer, je vais faire en sorte de ne pas le rater. Je ne serai jamais prêt si je sors le trépied et la caméra, donc je vais faire autrement. Et je verrai bien au montage ce que ça va donner. Ouais. Parce qu'en fait, je me rends compte que le temps est très limité pour vous là, tout d'un coup. Non, vous avez encore combien de temps? Non, c'est surtout ceux qui sont rentrés, qui rentrent un peu plus loin chez eux, qui partent plus tôt parce qu'avec le couvre-feu, ils peuvent pas partir plus tard. On vous mettra ça au montage. Hein, du coup, on a jusqu'à 17h, on a encore une demi-heure. Encore une demi-heure. Non, je voulais juste savoir, est-ce que du coup ça vous arrive quand même de, même si l'image n'est pas belle, de garder le son ah, pour la... Parce que du coup, tout à l'heure, vous avez dit que si du coup, vous avez dit tout à l'heure que si l'image, oui, l'image n'était pas belle, mais qu'il y avait le fond, vous ne gardiez pas, et dans le sens inverse aussi. Est-ce que quand même ça vous arrive que même si l'image, ça est un peu bancale, mais que du coup le son, le fond, il est bien, vous le gardez quand même, et vous le mettez sur une autre image ou non? Alors ça peut arriver, mais j'ai pas d'exemple en tête. Mais par contre, un exemple très précis, quand Youssef et Hossein, quand Youssef parle avec sa copine au téléphone, et là il y a un jeu de chant contre chant. Et quand on monte une séquence comme ça, quand Youssef écoute, il n'est pas forcément en train d'écouter ce moment-là. C'est-à-dire on prend un plan où il est en train d'écouter ailleurs et puis on le monte comme un chant contre chant. Ensuite, il y a toutes les ambiances sonores dont je parlais tout à l'heure. Le bruit des machines, de la musique, ça c'est des choses qu'on a un peu glanées pendant le tournage et puis que je vais réutiliser avec toujours le cache sur la caméra en se disant tiens ça c'est une ambiance sonore qui m'intéresse que je vais réutiliser ailleurs. Ensuite sur de la parole, j'ai pas vraiment d'exemple, non il n'y a pas forcément dans ce film là de paroles qui n'est pas du même moment. Mais ça peut arriver, et puis pourquoi ne pas le faire si ça va dans le sens que tu as envie et que ça raconte, ça va dans le sens de ton récit, il faut le faire. Donc maintenant, on va découvrir, comme on vous le disait tout à l'heure, le deuxième long métrage de Hassan, qui est son dernier film, qui n'est pas encore sorti en salle de cinéma. Hein. Il y a eu juste des avant-premières qui ont été faites. Voilà, il fait partie de ces films qui ont eu la vie dure avec le Covid. Et donc, on quitte Alger, on s'avance en plein dans le désert. Et dans ce film, tu as fait le portrait de Malika, qui tient donc un café où passent des voyageurs, différentes personnes. On comprend au fil du film aussi cette géographie qui se positionne petit à petit au gré des discussions. Malika, c'est quelqu'un qui est donc toujours prête pour écouter les histoires de ces voyageurs qui s'arrêtent, leur cuisiner quelque chose à manger. Et elle t'a aussi accueilli et donc tu as pu faire ce très beau portrait d'elle. Je le raconte comme ça, bon, c'est une façon de le raconter. On peut découvrir une séquence et après tu nous en dis plus. Donc 143 rue du Désert.
ها نشوفها في الدنيا شتي صحة وش طويلة وسطيعة وش كبيرة. شتي العروقة هذوك وعيط الرحلين هي ونمشي. يا ميمي هاي تلعب كل مرة جبتها عجبها رمل. جاتك ديانا ميمي جاتك ديانا نوضي ديانا جاتك. هاي غلطي جاتك ديانا ديانا سينا إسي كثر جدي السهل حتى أنا كثر جد كابوس جيت على بالي كثر جدي حطيت حجر أساس تعيد حطيتي ثاني في بونورة جاب لي ربي في وقتها ولاني غلط هذيك مسافة سحب مني حارة الكلمة. حطيتي في بونورة بعد الغيابات ورحت من تسيكسيون تاع ورقة حطيتي تما ما شهرين وجيت جيت لها يعطيك الصحة واش داروا فيا هذيك الكلاب تاع الولاقة سرقوا لي قشي سرقوا لي قاعات الغاز خرجوا فيها 100 دعاية بلا ما شافوا كون عينينا في الخماش وكيما مربي حالته حرام وكيما مربي سمعت كون عيني في حالته حرام وحالته الخماش منش مطيشة وحدي لهنا باتوا دار وحدي لهنا. حرام جبت شراب جبت نصر كنت جبت الحرام مانيش مطيشة له جبت خماش تاع إنسانة في روحي إنسانة كرهني مانيش نفهمش. ثاني الرجال ما يدير معاه الزمن يقذفوا في الناس يقذفوا المحصولات يعني وقت الخلطة تبدأ كيف لسانك؟ وقت خلطت عليها كنت لهنا لا وجمعت وكنت لهنا وعمرها ما بدنا وليا وهضروا معايا وجا ودوا عليا الماكلة والله ما هضروا معاه واش يقول لنا العوض تلقيت معاه منا الذهب وكلش درجهم وكلش ونحن الدراهم والمزار واش قالت تطلع في هذيك الزاوية.
يعني يقول لك البنزين تسحب الدقيقة. الكربيرون زاد نورمالمون السومه تطلع هي كونترا السومه زاد هبطت باسكو الخدمه ما كاش حبسة الخدمه ما كاش خدمه باتت ما كاش خدمه ما كاش خويا ما تصورش شوف الجي تاع راست ما تصورش 700 دينار ولا 600 دينار يعني صافيه برشا ما تصفيهاش والله ما تصفيهاش تحسب الكافيرو تحسب الزيت تحسب التعب تاعك تحسب كلش لي فري والله ما تصفي 700 دينار والله ما تصفيها ما بقاتش ما بقاتش ترونسبور مات خدمه ماتت ما كاش خدمه وشنو تخدم والله فوق انا خدام وما تموتش سيرو قيس الناس كيشوفوك هكذا بشكل رومو كيقول لك يقول لك 100 دور جاني كي تولد البيض تاع الذهب عارف الحكايه يا ما كان والو والله حاجه كان والو يصلح الحوار ويصلح البلاد والعباد هذا واش نتمنى وربي يجيب لنا صالح البلاد يصلح لنا البلاد وينحي لنا هاد الخيانة هاد خاينين البلاد خاينين بلادهم الدراهم parmi tant de rencontres à laquelle on assiste dans ce film, avec un personnage d'une grande beauté, d'une grande poésie qui est Malika. Pour rentrer dans la discussion de ce film, une question simple serait de savoir comment tu as rencontré, d'où t'est venue l'envie de faire ce film sur Malika. Et pour les personnes qui n'ont pas encore vu le film, de préciser que ce que vous venez de voir constitue à peu près le ressort, le dispositif, c'est-à-dire que Hassan a principalement placé sa caméra à l'intérieur du café. Il filme les gens qui s'y installent, qui se posent pour passer un temps. C'est pas un hôtel, c'est juste un lieu où on s'arrête pour manger, donc ce sont des instants plutôt fugaces. Et aussi les à côté, le seuil, l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit, le regard de Malika, qu'est-ce qu'on voit de ce désert. Donc voilà, comment tu as rencontré Malika et puis peut-être sur comment tu as trouvé ta place dans ce lieu. Alors l'idée de faire un film avec Malika est née d'une envie de faire un road movie, qui n'a rien à voir avec le film qui est là, mais au départ j'avais envie de faire un road movie, après dans ma tête un rond-point, et donc j'ai proposé qu'il y ait une histoire plus ou moins vraie, c'est pour ça que je provoque, c'est un ami à moi écrivain qui s'appelle Chawki Amari, qui est un peu le Kerouac algérien, et donc à qui j'avais demandé de partir avec moi sur les routes avec une petite trame narrative et de se dire tiens, on va partir en repérage pour un film en devenir, quelque chose qui va
qui va arriver. Donc Shawqi, on a pris la route d'Alger, puis on est passé par plein d'endroits avec comme partie, comme contrainte de se dire on passe une nuit dans chaque ville ou dans chaque village, mais pas plus. Et on était en train à ce moment-là aussi d'écrire notre trame narrative comme ça. Un peu, je pense que vous devez connaître ce film qui s'appelle Route One de Kramer, qui descend la route One des États-Unis avec son copain le Doc, et c'est un film magnifique, fabuleux, où ils font des rencontres. Donc il y avait un peu cette inspiration-là, un peu au départ, de partir sur ce film. Il se trouve que, voilà, c'est pour ça que je parlais de toujours être à l'écoute de ce qui peut arriver, de ce qui peut se dérouler. Et là, je me souviens d'un des livres de Shawqi où il parle de la gardienne du désert. Et cette femme qui s'appelle Malika, dont il parle dans son livre qui s'appelle National 1, qui est un livre de halte, comme ça, où il s'arrête au gré des rencontres. Et dans ce livre-là, donc, il parle de Malika. Et donc je lui dis, on était à Tinimo, je lui dis, est-ce que tu penses qu'on peut aller retrouver Malika? Il me dit, oui, c'est à 300 km, allons-y. Donc j'arrive chez Malika, on arrive tous les deux chez Malika. Lui, il la connaissait très bien parce que ça fait des années qu'il la fréquente, il a écrit sur elle. Dans deux de ses romans, il parle d'elle, ils ont vraiment une amitié tous les deux. Et à ce moment-là, j'ai un coup de foudre pour Malika et pour l'endroit, qui est vraiment un lieu habité. Et je me dis, le road movie que que je suis en train d'écrire, de chercher sur les routes en Algérie, finalement il est là. Parce qu'un road movie, c'est quoi? Un road movie, c'est la route. Là, on est en face de la route principale qui descend d'Alger jusqu'au Niger, qui s'appelle la Transsaharienne. Un road movie, c'est des personnages. Les personnages, c'est tous les routiers qui vont s'arrêter pour prendre un café ou un thé chez Malika. Et aussi, je vais faire un portrait de cette femme incroyable qui a décidé de quitter le Nord pour aller s'installer dans cet endroit au milieu de toutes parts. Et c'est une femme qui ne regarde pas que ce qui arrive autour de la route, mais c'est quelqu'un qui a aussi une vision sur le monde, quoi. C'est une rencontre. Et puis voilà, 2 mois après, je pense que j'ai tellement eu une attirance, quelque chose qui s'est passé d'électrique avec Malika, que c'est devenu une nécessité d'aller faire ce film. C'est un peu réciproque, elle a eu une belle surprise. Malika, je pense que c'est quelqu'un qui sent les gens très vite, elle peut te dire non, ou oui, c'est quelqu'un qui a des avis très tranchés pour... donc avec son autorisation, puis 2 mois après, je suis retourné avec un ingénieur du son et on est resté, on a passé du temps chez elle. Et le film, voilà, il est construit sur plusieurs strates. C'est un portrait de Malika, c'est un portrait aussi en creux un peu de l'Algérie à travers les routiers qui sont de passage et toutes les discussions qu'il y a entre Malika et les routiers. Et puis il y a une 3e strate qui est un récit sur lequel je m'appuie pour le rythme du film, qui est la construction d'une station essence juste à côté de chez Malika. Et oui, c'est ça, c'est qu'on y retrouve effectivement, d'où ce passage plutôt qu'un autre, c'était aussi qu'on puisse se rendre compte que la thématique du monde du travail, la parole des ouvriers ou des métiers qui peuvent être menacés, pas aidés, malmenés, elle ressort très bien avec cette séquence de... Donc tu dis l'homme au chèche, parce que c'est pas son nom finalement lui, contrairement à d'autres où et il y a ça, et puis il y a aussi, elle a une parole, comme tu dis Malika, elle n'est pas juste que de l'hospitalité, elle est aussi, elle a effectivement un avis, on a beaucoup de tendresse au fur et à mesure qu'on la rencontre, et puis de respect comme ça, parce qu'elle a des façons de ne pas se laisser faire. Il y a une autre séquence où il y a des personnes qui reviennent du pèlerinage, puisqu'on est sur la route, donc il y a une zaouïa, un lieu de confrérie reconnu où les gens se déplacent, donc on comprend qu'on est aussi sur cette route qui est celle qui est fréquentée, qui peut amener plusieurs types de personnes. Et elle ne se laisse pas faire quand il y a des gens qui finalement la toisent du regard, lui posent trop de questions ou font comprendre qu'ils ont des désapprobations. Donc ça c'est une chose, son caractère, mais je voulais juste souligner que
il y a en creux, comme tu dis, une critique aussi de l'État qui finalement malmène et on sent, ça revient dans les discussions, qu'il y a une richesse et qu'il y a un État, elle dit là, tous des voleurs. Il y a cette phrase qui est prise, qui est restituée. C'est quelque chose aussi qui était derrière, enfin qui était aussi en creux dans ma tête, un rond-point, avec l'abattoir aussi qui nous amenait vers des réalités assez violentes aussi, sans que ce soit abordé frontalement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur... Si, ouais, bah, écoute, c'est pas moi la première chose que je retiens du film, même si, comme je disais tout à l'heure, je te disais ce matin, c'est pas la chose que je vais chercher en premier, c'est-à-dire faire une critique. C'est là, c'est au fond, c'est-à-dire les gens vivent avec ces réalités-là, c'est pas quelque chose que je veux dénoncer ou quoi que ce soit. C'est, pour moi, c'est acquis dans la vie de tout le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les dénoncer. Mais ce que je vais chercher au départ, c'est en fait, dans ce lieu, le café de Malika, après il faut voir le film, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir en entièreté, c'est que ça devient un espace d'agora, de démocratie. C'est que c'est un endroit où, comme tu disais tout à l'heure, c'est des barbus qui ont le droit de parole et de venir dire ce qu'ils ont envie de dire. Il y a un écrivain de passage, il y a une touriste qui est de passage. En fait, ce lieu se transforme en un lieu de réceptacle de bouteilles à la mer, en fait, où des gens viennent raconter des histoires qui leur sont propres. Mais je parle d'histoires, les histoires qui sont racontées, et ça c'est un peu dans ma démarche, c'est vraiment des histoires personnelles, quoi. Le mec, quand il raconte le trajet, il parle de son trajet. Après, oui, ça peut bifurquer sur un état des lieux plus global de l'Algérie d'aujourd'hui, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ces petites histoires qui vont faire après une composition, une constellation un peu plus étendue de ça. C'est... Pour qu'on... Ah ouais. Ah bien sûr. J'ai juste une question. Du coup, là, les rencontres avec les gens de passage, enfin, vous pouvez pas les connaître dans le temps, enfin, c'est instantané, après ils repartent. Et comment, du coup, vous établissez ce lien et comment ils se sentent à l'aise pour vous témoigner et pour accepter d'être filmés par vous, du coup. Ouais. Bah écoute, j'ai découvert un corps de métier, donc les routiers, qui est pour moi complètement, c'est les gens pour le coup c'est des philosophes aussi, c'est comme des Hamoum, mais il y en a plein comme ça. Et la plupart, donc je dirais que 90% des gens qui entraient à l'intérieur du café comprenaient la démarche. Et on a eu à peu près 10% de refus, de gens qui entrent à l'intérieur du café et qui disent qu'ils ne veulent pas être filmés. Donc c'était vraiment rien du tout. Je m'explique comment l'expliquer ça. D'abord la relation que Malika elle a avec les routiers qui sont de passage. C'est quelqu'un qui est très respecté sur la route. C'est un peu comme une sainte un peu sur cette route. C'est une balise, c'est un peu une mère, un peu une psy. C'est quelqu'un qui apporte un peu de réconfort pour ses routiers. Donc elle a déjà ça, c'est facilité par Malika. Et ensuite, il y a l'intelligence des gens. Ils voient une caméra, un micro, une perche, ils comprennent tout de suite qu'on est en train de faire un film sur Malika. Certains même nous ont dit, mais en fait vous avez même tardé à venir la filmer. On a eu des réactions, on a eu des gens qui sont entrés dans le film et qui n'ont même pas regardé la caméra, qui ont l'intelligence, ils ont compris tout de suite, c'est un dispositif, c'est bon, il y a un réalisateur derrière la caméra, il y a un ingénieur du son, un protagoniste, on n'a pas besoin d'en faire plus. Donc j'ai une facilité, mais alors incroyable, plus que dans les abattoirs, à tourner dans ce lieu. Et je finirai avec une phrase que m'a dit un jour un routier, qui était très belle, je trouve. Il me disait, c'est le seul métier au monde où tu es assis sur une chaise et tu regardes
devant toi et derrière toi en même temps, avec le rétroviseur. Et j'ai trouvé cette image très belle. Effectivement, tu vois, c'est des gens en fait qui amassent beaucoup d'images, qui font des kilomètres. Ils voyagent beaucoup, donc rien les effraie. Bien sûr, Oui, parce que le regard caméra aussi, du coup, j'imagine que d'abord, quand ils sont face à une caméra, ils vont la regarder et petit à petit, ça s'enlève tout seul, cette habitude de regarder la caméra, ou c'est vous qui regardez la personne et du coup, la personne vous regarde vous et pas la caméra. Ouais. C'est une bonne question du regard. Après, il n'y a pas de règle. Hein. Tu verras le film. Je te dis vraiment, il y a 2 séquences par exemple où les gens font abstraction de la caméra. Une fois qu'ils ont complètement saisi la chose, ils font abstraction. Après, ce n'est pas forcément quelque chose qui est recherché en disant c'est génial, ils ont oublié la caméra. Non. Moi, j'aime bien un moment quand tu filmes quelqu'un, ton protagoniste, un interstice comme ça où il est conscient que tu le filmes et il l'oublie en même temps. Il y a quelque chose qui se joue dans cet interstice et en fait, il faut tout le temps l'exploiter, c'est-à-dire oublier complètement la caméra, ça n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose ni de rechercher, en tout cas que je ne recherche pas forcément. Donc, dans le film, il y a plein de manières de regarder, en tout cas que les autres te regardent. Certains regardent l'objectif. Moi, je me permets aussi de parler, d'interagir quand il faut, parce que des fois, j'ai même pas besoin. Il y a une discussion qui est en train de se faire entre Malika et le routier, donc je n'interviens même pas. D'autres fois où je me permets de relancer, parce que je suis dans un café. Donc, dans un café, tout le monde a droit à la parole. Tu vois, ce truc-là, on te dit, ouais, c'est quoi ta place dans le film? Ma place, c'est quelqu'un qui va faire un film sur une femme qui est en train de travailler. Et donc je me permets aussi de discuter avec elle. Peut-être qu'on peut faire un extrait, je ne sais pas si on a le temps, mais peut-être que tu voulais poser une question. Si, vas-y, il n'y a pas de raison qu'à chaque fois... C'était juste une question par rapport au titre du coup. Finalement, vous l'avez trouvé comment? Est-ce que c'est, j'allais dire, le lieu 143 rue du Désert, c'est le lieu où se situe Malika, ou alors vous l'avez inventé parce qu'il n'y a pas forcément d'adresse? Je sais pas. Écoute, très bonne question. Sans transition, Tu vas avoir la réponse là tout de suite avec la séquence. Et puis après, je te... هذه بنتي مسكينة أول ما جاء هنا دشنا الطريق الوحدة الفريقية هنا صاق من هنا صاق البيت حتى هي هالبلاكة هذيك ركب دي الساعة وروح وهذاك ضرب وجوه البق ما يجيك في الطيارة الملكة نعم وديك الستاسيون طلعت ايه خلاص هو بالكوارت ولا ها؟ ايه هذه ما تيحل ايه شنو تاعي؟ شوف
شوف انا احكي على numéro 143 عندنا ادريس مالك عندنا ادريس 143 rue du désert avenue de la Tête Maït. تبغى نشوف هاتي مالك مالك هاتي حساس الخلاق حساسة حساس الخلاقية انتي حساس الخلاق أنا روحي أنا قد ما صرف نقعد 10 أيام 13 يوم ونجي هذيك الجهة هذوما ما بقاش خلاق بكري كانت خالية إيه وكان عندك 16 هذه ستاسيون طوالي يقولوا عندك جيران هذاك السوري اللي كان يحفر في الماء ها هذاك راح وشوين في بلاصة محاكمين بلاصة شوين محاكمين اسمه لا عاوني اختار الله لا عاوني كنت غنبان هنا عطاني شوية عطاني مازوت أنا قلت روحني يعني لا عطاني قلت له ما حدش يفوز 50 طرات أي 5 اسمها يحكي منها لحقتك منها 50 طرات لحقتك اللي يتعلق مازوت كنت مدام تاعك طبيب أنا كنت منك أنا ولا غلط وصبت والخصة شابة على بسالي طعمي ربيبة شابة ما تبخص أحسن صح أنا لي مخصوص فعلا وهي تحبك أنا لي مخصوص فعلا مش ما تحبكش يا أخي تحبك تقول لي تحبك كيفاش تعرفي واحدة تحبك مش تحبك كل جات ما تحبكش ما تجيش تسوي معاك بلاد البلاد في الصحراء وتاكل معاك البيضة والبون الصبيط المرمول يطلع وبلاد عظيم مع مرض كي تزوجي انت انا نتزوج أنا ما بقاليش زوجة مخلوق وانا بقى لي زعما أنا ما بقاليش زوجة راح ديالي داك نتسنى غير نجبنا ولا الآخر الأبيض وكل الأبيض هذا واش كاين Madame Malika, vous êtes demandé au parloir. بس فيها زادوا لي السجون واش ندير؟ هنقري تكلم صرت باكي دخان في الحبس جيبي لي افوكا علاش؟ انتي تعرفي كاع الناس وين ندير؟ دبري لي افوكا واش راح ندير وليدي هذاك اللي كان صبر عليك راح الحبس اصبر حاب نخرج توحشت فريطون توحشت مرتي توحشت القهاوي توحشت شحال تدخل التلفزيون تخرج شحال عندك التلفزيون كاش نديرو لنا غير التيلي هذاك واش راح ندير اولدي هذاك اللي كان منك من صحابك اللي معاك خرجي لي علاش نخرجك خلي ولدك هذا في الحبس نخرجك انا خرجك
خرجيني نجيب لك غير طون، نجيب لك كاميون تاع الطون. طون جديد شويه وقت بولدي انا. تسرقوا تجيب لي يعني ما تحقش تسرقوا تجيب لي. خرجيني برك. ما عندكش تجيب لي. ونزوجك. ما تزوجنيش ما عندكش ندير بالزواج. المدير تاع الحبس. المدير تاع الحبس. لا راجل الله خالص، عنده طوموبيل، عنده شعريه. مليح. عنده دار في عنابه مع البحر. مليح. مليح. خرجيني. أنا قلت نخرجكم، كنت نديركم محامي، غادي نروح نشوف واحد المحامي نديرهولك. واحد حيرة. ومن بعد ترى مدير. ناخذ نديرك محامي. إن شاء الله. أنا المدير تاع الحبس واش قال لي؟ قال لي نخرجك بصح لازم ندخل واحد في بلاصتك. دخلي في بلاصتك. ما نقدر. دخلني أنا في بلاصتك. 6 شهور برك 6 شهور. 6 شهور ما تخرجي. ما كنت داخلها في الحبس. وعلاش ديك المحلات؟ معليش. خرجيني. سلامة ودخان. كاين هذا افوكا. كاين دخان كاين شمة كاين كلش. انت ماشي محامي. اسقسينا محمد. سلام محمد. انت ما قريتش الحقوق. محامي في الحبس. شوف داروني في الحبس. تخرجني. سلام. الله حمدنا الكتيب واحد. جواز الله يشفي الشعب ولي نحنا. ما عليش هذا خلاص غادي نحيدها. تقلبت صباح هذا في الليل. On a eu la réponse en image, puisque... Et je vais lui répondre du coup, parce que là, en plus, il y a deux... l'adresse n'existe pas, écrite table 143, mais on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, est-ce que c'est elle n'a pas réellement d'adresse. Et donc c'est Shawqi, donc l'écrivain dont je parlais tout à l'heure, qui invente ça pendant le tournage, quoi. Et donc je prends ça comme titre du film. Et... Ah bah là. Ouais. Et voilà, c'est quelque chose qui se décide vraiment au dernier moment. Et je reviens à ta question de tout à l'heure sur si je peux enlever du son pour le mettre ailleurs. Au tout début de la séquence, quand elle parle de Boumedienne, donc l'ancien président algérien des années 70, et elle dit c'est lui qui a inauguré cette route, vous vous souvenez, et en fait, c'est pas du tout pris à ce moment-là. C'est quelque chose, voilà, là du coup on est dans la mise en scène, je prends quelque chose qui a été tourné à un autre moment, mais comme ça correspond bien et qu'il y a une fenêtre possible, parce que je tenais à mettre ce moment où elle parlait de Boumedienne et de la construction de la route, je ne lui trouvais pas forcément de place, et ça c'est quelque chose qu'on invente pendant le montage, on se dit ah tiens là il y a quelque chose, et ben voilà, je l'ai pris, on l'a mis là, on l'a essayé, ça fonctionnait, on le garde. Voilà, ensuite, cette séquence aussi pose plein de questions sur le rapport, cette question qui n'a pas forcément de réponse, le fiction, réalité, où est la part de mise en scène. Concrètement, j'ai demandé à Shawqi de venir lui rendre visite. C'est quelque chose qu'il fait très souvent, donc il a pris sa voiture d'Alger, il est venu, mais ce qui est bien, c'est que c'est la caméra aussi qui va créer un moment. Ce moment-là n'aurait pas existé si la caméra n'était pas là. Ils en jouent. Il y a quelque chose où on est en train de construire une séquence de cinéma, on est en train de s'amuser ensemble. Et par exemple, c'est Malika qui donne l'idée du parloir. C'est pas une idée qui vient de moi. Moi, je vais juste pousser un peu plus
l'idée, la mener jusqu'au bout, mais pas forcément la provoquer. C'est elle qui dit, Shawqi, il passe de l'autre côté. Shawqi, il passe de l'autre côté, il prononce le mot prison. À ce moment-là, je me dis, c'est génial, ça donne lieu à quelque chose là qui est offert sur un plateau et que tout le monde est embarqué dans le cinéma. Là, on est en train de fabriquer quelque chose ensemble. Et là, je leur dis, alors attendez, je vais placer mon cadre. Shawqi, tu peux sortir du cadre. Malika, ça te dit de jouer celle qui vient rendre visite à son fils. Et on y va, c'est ça le cinéma. C'est aussi se dire, action, on y va, on tente le coup. Peut-être ça donnera quelque chose qui raconte rien du tout. Mais il se trouve qu'au final, ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose sur la vie de Malika. Ça raconte quelque chose sur la vie de Shawqi. Shawqi est un journaliste, écrivain qui a fait de la prison en plus pour ses écrits. Donc tous les ingrédients étaient là pour construire cette séquence. Voilà pour les coulisses un peu de comment elle s'est fabriquée. Ça nous donne tous, c'est amusant en fait. Ils s'amusent, tu as pris du plaisir à faire ça, et nous, on est aussi embarqués dans cette complicité, ce côté très naïf, enfantin. C'est ça aussi qui est bien pour aussi faire une pirouette et conclure un peu, parce qu'on est arrivé au temps de cette rencontre, sur le fait aussi que c'est aussi ces faux mensonges, ces petits moments où en fait il y a du jeu qui se met en place, où en fait les gens sont plus que jamais eux-mêmes, quand bien même les choses sont un peu écrites, un peu poussées, un peu orchestrées. C'est quelque chose d'un peu subtil. On a été, je pense je peux parler en notre nom, on a été ravis de passer ce temps avec vous. Et puis voilà, petit à petit, on est allés ensemble, on a enquêté, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait aller, mais on espère que vous avez pu avoir au moins aussi l'envie de voir ce film, si ce n'est plus. Et puis, je voulais te remercier Hassan pour ta grande générosité qui est tienne, qu'on retrouve dans tes films et qu'on a retrouvé cet après-midi aussi, cette disponibilité, cette écoute, tout ce que tu as bien voulu partager avec nous, et toute cette liberté qui traverse tes films et qui est contagieuse. C'est un beau virus que tu nous partages aujourd'hui. Il y a un autre mot de remerciement à dire? C'est l'heure de... Merci Charlotte, merci Jean-Michel, merci tout le monde, merci pour la captation, Hassan, c'était un plaisir.